Il existe des phrases que l'on prononce sans y penser, et qui peuvent pourtant fissurer l'estime de soi d'un enfant. Je vous invite à imaginer une scène. Vous êtes fatigué, la journée a été longue, votre enfant s'approche de la table avec son verre de jus d'orange. Il le pose maladroitement, le verre bascule, le liquide se répand partout. Pour la troisième fois cette semaine, et cette phrase sort malgré vous. Mais tu le fais exprès ou quoi? Vous ne criez pas, vous soupirez juste, vous ramassez, vous nettoyez. L'enfant baisse les yeux. Une scène banale, un moment de vie. Et pourtant, quelque chose vient de se graver. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 3 phrases que vous avez probablement déjà prononcées. 3 phrases qui semblent innocentes, mais qui portent, sans que vous le sachiez, une charge invisible. Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous ouvrir les yeux. Analysons cette phrase ensemble. Ce que vous croyez dire. Fais attention, sois plus concentré. Ce que votre enfant entend vraiment. Tu es maladroit, c'est dans ta nature, tu me déçois volontairement. Voyez-vous la différence? En une seule phrase, vous avez fait 3 choses. Premièrement, vous avez transformé un comportement en identité. Ce n'est plus tu as renversé, c'est tu es quelqu'un qui renverse. Deuxièmement, vous avez attribué une intention malveillante à un accident. L'enfant ne cherchait pas à vous embêter, mais maintenant il se demande peut-être que je le fais vraiment exprès. Troisièmement, vous avez activé son amygdale, le centre de la peur dans son cerveau. Dans sa tête résonne maintenant une alarme. Je suis mauvais. Je dérange. Je déçois. Et voici ce qui est tragique. À force de répétition, cette phrase devient une prophétie autoréalisatrice. L'enfant finit par croire qu'il est maladroit. Alors, il ne fait même plus attention. Parce qu'à quoi bon? C'est sa nature, non? Ça arrive. Le verre a glissé. Comment pourrait-on éviter ça la prochaine fois? Cette phrase fait tout le contraire. Elle sépare l'acte de l'identité, elle invite à la solution, pas à la honte, elle dit « tu peux apprendre ». J'ai prononcé cette phrase avec mes propres enfants et j'ai vu leur regard changer. Ce petit moment où ils se demandent « est-ce que papa pense vraiment que je le fais exprès ?» C'est ce regard-là qui m'a réveillé. Passons à la deuxième phrase, celle qui compare. Vous venez de dire à votre enfant « Regarde ton frère, lui il y arrive. » Regarde ton frère, lui il y arrive. Vous pensiez motiver, vous pensiez dire « toi aussi tu peux ». Mais voici ce que votre enfant a entendu. Tu vaux moins que lui. Parce que dans le cerveau d'un enfant, la comparaison n'est jamais horizontale, elle est toujours hiérarchique. Il n'entend pas « tu peux toi aussi », il entend « tu es en dessous ». Les neurosciences le montrent. La comparaison sociale active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Quand vous comparez votre enfant à son frère, à sa cousine, au fils du voisin, son cerveau réagit comme s'il avait été frappé. L'insula antérieure s'active, c'est la zone qui traite la douleur, le rejet, l'exclusion sociale. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous comparez pour motiver, moins l'enfant est motivé. Carol Dweck, chercheuse à Stanford, a montré que la comparaison détruit la mentalité de croissance. L'enfant ne se dit plus « comment puis-je m'améliorer ?» il se dit « comment puis-je éviter d'être humilié ?» Alors, il arrête d'essayer. Ou pire, il sabote son frère pour retrouver sa place. C'est difficile pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui te bloquerait moins? Cette phrase fait 3 choses essentielles. Elle reconnaît la difficulté sans jugement, elle invite à l'introspection plutôt qu'à la compétition, elle dit « Ta progression n'a rien à voir avec celle des autres. » Moi-même, enfant, j'ai été souvent comparé. Pas par ma famille, il faut le dire, mais par mes professeurs.
mon entourage. Un tel a eu 18, pourquoi toi seulement 15? Et pendant des années, j'ai couru après cette validation, jamais satisfait. Parce que dans une course où la ligne d'arrivée est toujours quelqu'un d'autre, on ne gagne jamais. Dernière phrase, la plus silencieuse et peut-être la plus dévastatrice. Votre enfant pleure, vous dites avec tendresse « Ne pleure pas. Ce n'est rien. » Vous voulez le rassurer, le consoler, mais voici ce qu'il entend. Ce que tu ressens n'est pas valide. Tu exagères. Tes émotions me dérangent. En 5 mots, vous venez de nier son monde intérieur. Le déni émotionnel est une des violences les plus invisibles, parce qu'elle ne laisse aucune trace physique, mais elle creuse une fracture profonde entre l'enfant et lui-même. Un enfant dont les émotions sont niées apprend à ne plus se faire confiance. Il se dit « Si ce que je ressens est rien, alors je ne dois rien ressentir. » Et à force de réprimer, il perd le contact avec son monde intérieur. À l'âge adulte, il devient ce qu'on appelle alexithymique, incapable d'identifier ce qu'il ressent vraiment. Il dit « je vais bien » alors qu'il s'effondre à l'intérieur. Et quand l'émotion refoulée explose, elle explose de manière incontrôlable. Je vois que tu as mal. C'est normal de pleurer quand ça fait mal. Cette phrase accomplit une chose puissante. Elle valide l'émotion sans la juger. Elle dit « Ce que tu ressens est réel. Tu n'exagères pas. Tes émotions ont leur place ici. » et cette simple validation change tout. Vous voyez le point commun de ces 3 phrases. Aucune n'est dite avec méchanceté. Toutes sont dites par amour, par fatigue, par habitude, par maladresse, mais par amour. Et pourtant, c'est précisément le piège, parce que l'amour ne suffit pas. Il faut la conscience. Alors voici ce que je propose. Cette semaine, faites un exercice simple. Attrapez-vous en flagrant délit. Notez une phrase que vous dites machinalement à votre enfant, une seule, et demandez-vous qu'entend-il vraiment. Dans la version plus élaborée de cet épisode, nous explorons les 5 erreurs éducatives en profondeur. Les étiquettes, la surprotection, l'amour conditionnel, l'absence de limites et le déni des émotions. Nous décortiquons les mécanismes neurologiques, les conséquences à long terme et surtout, comment réparer. Parce que reconnaître qu'on blesse, ce n'est pas un échec, c'est le premier pas pour mieux aimer. Dans le prochain épisode, nous verrons l'envers de la médaille. Non plus ce qui détruit, mais ce qui construit. Comment bâtir activement une estime de soi solide. Pas juste pour éviter les erreurs, mais pour créer les conditions de l'épanouissement. Parce que comprendre ce qui blesse, c'est déjà commencer à guérir. Mais savoir ce qui construit, c'est offrir un avenir.